bonjour et surtout rebonjour pour beaucoup. Vous étiez déjà là hier voilà. Bon, ma communication porte sur les images violentes et les images de violence. Voilà, en fait, on va essayer de retracer une brève histoire de cette représentation de la violence dans les images. Et c'est pas tout à fait la même chose, cette histoire des images violentes qui, depuis très longtemps. Donc c'est un article, je me suis appuyé sur un article qui n'est pas encore publié, qui doit sortir dans la revue Cinéma Action sur la violence et la censure. Et donc, comme c'était mon sujet de thèse, la censure, voilà, ça colore un peu mon approche de la question. En 2002, Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture sous Jacques Chirac, constatait que la protection des plus vulnérables, la lutte contre toutes les formes de violence, le refus de la discrimination et de la haine, sont au cœur de notre pacte social. Il justifiait par là une commande à la philosophe Blandine Kriegel, un rapport sur la violence à la télévision, et il considérait qu'il nous appartient collectivement, dans une culture marquée par la force et l'omniprésence de l'image, de refuser la banalisation des représentations violentes, violentes ou agressives, particulièrement dans l'esprit des plus jeunes. Ces premiers mots de la lettre que le ministre adressait alors à la philosophe sont encore plus justes aujourd'hui. Pour autant, les conclusions du rapport furent très controversées à l'époque. On a eu beaucoup une médiatisation de ces conclusions. Et en fait, les débats que la publication de ce rapport ont provoqué, il s'avère qu'il rappelle beaucoup de polémiques sur cette question de la censure et des images violentes. On pourrait dire que c'est un débat ancestral qui a été remis au goût du jour à l'occasion de la publication de ce rapport. Et cela tient au fait que l'on prête à ces images, aux images en général, un impact, une force de fascination et de destruction, et souvent dans les termes de ce débat, les valeurs positives qu'elles pourraient véhiculer, ces images, sont mises en cause à l'occasion de tel ou tel fait divers. On parle beaucoup plus des effets néfastes de ces images, de cette exposition à des images qui, quelle que soit la forme de violence qu'elles portent, qu'elles sont porteuses, sont revisitées à l'occasion de tel ou tel fait divers. En 15 ans, ce débat a changé de visage, mais il ne paraît pas inutile, et ce sera mon propos, de retracer un peu l'histoire de ce débat en interrogeant la genèse et la longévité, et en rendant compte des enjeux sociétaux et des étapes historiques des évolutions de cette question. Donc la représentation de la violence est un thème central dans l'étude de la censure moderne. Les masses médias, cinéma, télévision, jeux vidéo, web, pour ne citer que les plus connus, adressent à leur public un énorme éventail d'images violentes, des images de meurtre, de combat, de guerre. Personne ne doute du fait que la violence, de bien des manières, est et a toujours été présente dans la vie humaine. Elle a même cru au fur et à mesure que nos sociétés occidentales s'industrialisaient. Mais la formulation de la controverse, c'est est-ce que la banalisation des images violentes conduit, spécialement mais pas seulement, les jeunes à l'imitation? Et si c'est le cas, faut-il le censurer plutôt que de prendre les risques de le rendre encore plus violent, un climat déjà très préoccupant? D'un autre côté, c'est l'antithèse, peut-être que le spectacle de la violence a un effet bénéfique de catharsis, contribuant à empêcher les individus et les groupes à passer à l'acte violent. Alors là, c'est ma casquette Clémy, ministère de l'Éducation nationale, que je prends. Le Clémy est un service du réseau Canopé qui s'occupe de l'éducation aux médias, qui forme les enseignants à ces problématiques de décryptage de l'image
et de comment appréhender la question des médias dans la classe. Le CLEMI pilote une enquête, c'est nouveau pour lui, auprès des parents sur la question de sensibiliser, enfin la perception que les parents ont des pratiques médiatiques de leurs enfants. Et souvent, enfin, l'enquête nous amène à nous interroger sur les préoccupations, enfin hiérarchie des préoccupations dont les parents témoignent sur cette question des médias et de leurs enfants. Le premier constat, c'est pas une surprise, le premier constat que nous observons par rapport à cette enquête, c'est que les parents sont soucieux du temps passé devant les écrans, du temps passé par leurs enfants devant les écrans. La deuxième préoccupation, les parents la formulent par la question des contenus auxquels leurs enfants ont accès, et notamment les contenus violents, pornographiques, racistes, sexistes. Et ça vient en deuxième position par rapport aux préoccupations que ces parents interrogés dans le cadre de l'enquête témoignent. Donc on est encore, on voit que ce sujet de la violence des images et des images violentes est une question de société, un enjeu de société, un enjeu de citoyenneté aux yeux des éducateurs, mais aussi, et de manière plus générale, auprès des parents. Donc, les images violentes dont il est question ne sont pas celles du cinéma, mais plus généralement, depuis les attentats de Charlie, la question de savoir quelles images sont violentes suscite des réponses contrastées et plus complexes qu'auparavant. On pense aux caricatures de Mahomet, qui heurtent les croyances d'une partie de la population française. L'image en question ne représente pas forcément la violence, mais elle est considérée comme violente du point de vue de la réception que l'on en fait. Le critère de violence est fluctuant selon les censures et selon les représentations contextuelles qui y sont attachées. En général, d'après cette enquête, nombre de parents se rassurent en exprimant à peu près ce que le personnage d'Eva du roman adapté We Need to Talk About Kevin imagine de la position d'autres parents. À un moment donné, dans le roman, Eva témoigne d'une opinion qui paraît être l'opinion d'une famille ordinaire. Et je cite, on a grandi en écoutant du rock, non. Aucun de nous n'a été pris de folie meurtrière dans notre collège, ou bien prenez Lawrence, ce gamin adore les trucs sanglants à la télé, et même les images les plus réalistes ne le font pas sourciller, mais son lapin se fait écraser, il pleure pendant une semaine, il sait faire la différence, nous l'élevons en lui apprenant à reconnaître ce qui est bien. C'est peut-être injuste, mais il faut vraiment se poser des questions sur les parents. En parlant de comment Kevin en est arrivé là, et donc la question, la responsabilité des parents, du point de vue de la société en général, qui s'exprime à travers cette citation. C'est le jugement de Eva pense avoir affaire au jugement que l'on porte sur leur famille, et cette démarcation. Nous sommes une famille anormale, puisque voilà l'opinion de la majorité, et nous sommes les montrés du doigt à travers ce jugement collectif. Donc, je pense que je dois me déplacer pour montrer la première image que je vous propose sur laquelle je vous propose de nous attarder. Alors, depuis les attentats de Charlie, ces questions sont devenues omniprésentes, je l'ai dit, et passent pour cristalliser les enjeux du vivre ensemble, qui sont politiquement au cœur de notre contrat social. Elles alimentent le débat public d'aujourd'hui sur les méthodes de recrutement de djihadistes par Daesh et d'Al-Qaïda. Et donc là, c'est une image d'une revue de propagande de Daesh qui s'appelle Dar al-Islam. Et cette image représente le lieu de la tuerie de Charlie Hebdo, qui est reproduit dans cette revue, qui est un périodique, qui a sorti une dizaine de numéros, que l'on trouve assez facilement sur Internet, à partir du moment où on connaît le nom de la revue. Ce
comment j'ai accédé à cette image, c'est tout simplement en discutant avec un inspecteur général en histoire des arts qui avait, au ministère de l'Éducation, on avait l'inspection générale, ils avaient eu vent du haro contre les enseignants français menacés par un appel au meurtre. Et c'est comme ça que cet inspecteur général, qui est un ami, a cherché, c'est un travail d'équipe, à chercher d'où venait cette propagande pour cet appel au meurtre adressé aux jeunes adolescents français. Et c'est par cette enquête qu'il a découvert l'existence qu'ils ont découvert l'existence de cette revue qui est encore aujourd'hui assez facile d'accès à partir du moment où on a le nom de la revue. Donc là, alors là, j'ai sorti, puisque le propos était de l'image, j'ai sorti l'image de la mise en page de cette page, mais en fait, on a affaire à une revue qui est tout à fait qui est très comparable à des revues que l'on trouve en kiosque, dans la mise en page, la maquette, tout est dans l'écrit. Hein, on ne fait pas la différence dans la forme entre cette revue et une revue classique que l'on pourrait, un magazine que l'on pourrait feuilleter par ailleurs. Donc, et même dans la façon d'exprimer cette propagande, on constate qu'il y a comment on peut dire, un appel à décrypter l'information des médias officiels ou des médias que l'on connaît, et donc en utilisant les mêmes termes des éducateurs aux médias ou à l'image qui appellent à faire preuve d'esprit critique, à développer son esprit critique par rapport à ce qu'ils considèrent, ce qu'ils présentent eux comme une propagande officielle des pouvoirs, du gouvernement, de la société française, de la population civile, une propagande française qui serait à l'œuvre dans les médias traditionnels. Et le choix des termes que nous, en tant qu'éducateurs aux médias, nous employons, le décryptage de l'information, l'esprit critique et tout ça, forcément nous amène à nous interroger sur quels sont les termes, comment travailler sur mettre en la démarcation entre ce qui relève de la propagande, l'intox, et ce qui relève de l'information vraie, recoupée, vérifiée, et ce que l'on s'efforçait de faire jusqu'à présent, et ce qui est aujourd'hui perturbé par cette intrusion d'une propagande qui reprend les armes, ou les mots qui sont ceux qui caractérisent nos approches. Donc la grande question corollaire à mon propos est donc le débat sur l'impact des images sur des personnes sous influence. L'image à elle seule, il n'est pas forcément question de penser ou de laisser penser que l'image violente à elle seule serait explicative du passage à l'acte violent. Il s'agit bien sûr de rendre compte de la participation de ces images dans un endoctrinement ou dans un déterminisme qui va pousser la personne sous influence au passage à l'acte. Nul doute que ces questionnements sont bien plus anciens que les masses médias et que les arts, en général, en sont imprégnés depuis le début. Dès l'Antiquité grecque, ces questions se posaient. Iris Murdoch, philosophe anglaise, analyse la position platonicienne dans The Fire and the Sun, Why Plato Banished the Artists, dans une conférence de 1976, d'après laquelle l'art et la littérature, nous détournant de la vérité, devraient être bannis. C'est la position de... Elle reprend à son compte, c'est les mots qu'elle choisit pour rendre compte de la position platonicienne, qui consistait à accuser
la célébration de l'apparence sensible et la lumière artificielle. Elle reprend The Fire, le feu, dans la caverne, au lieu de donner à voir la lumière réelle, les idées, le soleil à l'extérieur. Platon se plaignait de la littérature qui encourageait ses lecteurs à l'imitation. À l'inverse, Aristote, élève de Platon, fut l'un des premiers à reconnaître le rôle cathartique des arts du spectacle vivant, entre les arts et la réalité, qui imite qui détourne qui de l'autre. D'après le critique Octave Uzanne, Gérard David, le peintre de ce diptyque de justice commandé pour la salle des échevins de l'hôtel de ville de Bruges, d'après ce critique, on a ici la plus réaliste et la plus sanglante de toutes les tortures jamais peintes. D'après un ancien récit persan, Sisamnès était un juge corrompu qui fut condamné à être écorché vif sur ordre du roi Cambis. La peinture représente les bourreaux en pleine incision, en train de les découper avec soin pour préserver la peau intacte sous les yeux du peintre Cambis de Perse. Un groupe de juges flamands font office de témoins. L'exécuteur à droite, qui a son couteau entre les dents, déchire délicatement la peau d'une jambe toute ensanglantée. Il s'agit donc là de la représentation picturale d'un fait historique rapporté par Hérodote dans le 3e livre de son enquête. Détail funeste qui finit de nous saisir d'effroi, le fils de Sisamnès reprit la charge de son père, mais fut condamné à siéger sur la peau tannée de celui-ci. Et c'est ce que l'on voit en haut à droite sur le tableau. Autre, poursuit la déambulation dans ces œuvres picturales. Il s'avère que même des représentations de scènes mythologiques peuvent donner lieu à un traitement pictural des plus réalistes, comme par exemple les multiples transpositions du duel musical entre le satyre Marsyas et le dieu Apollon. Donc là, je vous en montre 3, il y en a, oui. Il y a évidemment beaucoup, c'est une sélection de 3 plutôt que... D'ailleurs, effectivement, on a vraiment affaire à quelque chose de très, très répandu. C'est un thème... alors ça, c'est autre chose. Ça, voilà. Donc là, j'y vais vite parce que on pourrait analyser chaque image pendant des heures. Mais voilà, on est sur une illustration, de ce qu'on pourrait considérer comme les images de violence, et non pas forcément des images violentes. Enfin, les images de violence font partie d'une catégorie plus générale des images violentes. On pense aussi, bien évidemment, on aurait pu s'attarder sur des peintures, la représentation picturale de la violence, avec le symbole central de la crucifixion dans l'art chrétien, avec moult détails dans l'horreur de l'icône du corps ensanglanté. Plus proche de nous, le XXe siècle constituerait une nouvelle ère avec l'apparition et la montée en puissance de nouvelles formes d'expression artistique comme les performances. Performances, évidemment, c'est aussi le moment... quand on parle de performance, on parle aussi d'enregistrement vidéo, généralement. Et donc, c'est aussi cette question de la médiation de l'image, que la vidéo permet de cet accès à la performance qui est au cœur du questionnement. Dans les années 60 et 70, nombre d'artistes ont mis en scène l'heure ou décor dans une mise en scène artistique où on utilise du sang humain et animal. Ici, la performance de l'artiste viennois Hermann Nitsch en 1974 à The Munich Modern Theater, avec le démembrement de cet agneau abattu dans les entrailles et le sang se déversait sur un homme nu. Ce qui change par rapport aux époques précédentes, c'est que ces images violentes, désormais enregistrables, sont prises dans une dramaturgie qui a son tempo, sa diégèse et ses grammaires.
Cette nouvelle ère augure de nouveaux modes de questionnement sur les relations entre violence et image. Donc, premier cas de figure, l'image n'est pas le reflet de la réalité, c'est la réalité qui copie l'image. On peut aller jusqu'à considérer que la réalité dépasse la fiction parce qu'elle s'en inspire. Une illustration de cette piste, c'est ce que dit Roberto Saviano dans son essai Gomorrah, dans l'Empire de la Camorra, en proposant une sorte de renversement des valeurs, considérant que ce n'est pas le cinéma qui observe le monde du crime pour s'inspirer des comportements les plus marquants, mais précisément le contraire. Les nouvelles générations de parrains ne suivent pas un parcours purement criminel, ils ne passent pas leur journée dans la rue et leur modèle n'est pas la guape de quartier. Ils n'ont pas de couteau dans la poche ni de cicatrices sur le visage. Ils regardent la télévision, font des études, fréquentent l'université, obtiennent leur diplôme, vont à l'étranger et surtout s'intéressent aux mécanismes financiers. Le cas du parrain est significatif. En Sicile ou en Campanie, personne au sein des organisations criminelles n'avait juste jamais utilisé auparavant le terme padrino, fruit d'une traduction plus ou moins exacte de l'anglais Godfather. Mais à la suite du film, les familles mafieuses installées aux États-Unis se mirent à utiliser le terme padrino, qui remplaça les termes compare et compariello, désormais démodés. Beaucoup de jeunes Italo-américains liés aux organisations mafieuses copièrent les lunettes noires, les costumes rayés et les répliques solennelles du film. Donc, en fait, à travers ça, Saviano cherche à montrer combien la mafia a été fascinée par l'image que le cinéma hollywoodien faisait de son monde. Et s'y serait conformé bien plus que l'inverse. Alors, au moment de la sortie du livre en Italie, c'est ce rapport de fascination qui a été aussi largement médiatisé dans la presse italienne et qui a été l'occasion d'une reprise un peu des termes de cette discussion de cette controverse entre violence et image dans le contexte italien. Voilà. Alors, la vidéo du film Chucky 3, en 1991, de Chuck Bender, devient le point d'orgue d'un fait divers qui prit les proportions d'une affaire nationale. Le 12 février 1993, deux élèves d'une dizaine d'années, Robert Thompson et John Tenebles, conduirent James Bulger, un bébé de 2 ans, dans une gare désaffectée de Liverpool, où ils le torturèrent, le mutilèrent et le tuèrent. La première explication pour expliquer et comprendre ce geste fut trouvée dans le contexte social et familial de la vie des deux jeunes criminels, mais le juge fit remarquer que l'exposition des enfants à des vidéos de films violents peut constituer une part d'explication aux actes de ces garçons. Basé sur un faux report qui déclarait que la dernière vidéo vue par le père de l'un des condamnés était celle de Chucky 3, la presse engouffra dans la brèche pour constater les similarités entre le crime et les actes répréhensibles de la poupée dans le film. The Sun alla jusqu'à implorer « For the sake of all our kids, burn your video nasty ». Pour l'amour de tous nos enfants, brûlez vos vidéos cochonnes. De ce jour, la vidéo du film fut beaucoup plus difficile à trouver en magasin et en vidéoclub, et on a entendu dire que la plus grande chaîne de magasins vidéo d'Écosse procédait à la destruction de toutes les copies du film. Le film Tueur-né d'Oliver Stone fait l'objet d'un traitement médiatique comparable à celui de Chucky 3. La délivrance du visa fut différée jusqu'à ce que la BBC puisse s'assurer que le film n'ait pas été la cause de meurtres réels. Non, il n'y a plus d'image. Merci. 5 mois après le procès, la police de Merseyside, chargée de l'affaire, admit que ni la vidéo de Chucky 3, ni aucune vidéo de la sorte ne se trouvait dans la vidéo de la maison, enfin dans la maison de Venables ou dans un vidéoclub. Non, des alentours. Deuxième, là c'était la première piste, à savoir si l'image conduit au crime, je dirais. Deuxième piste deuxième fil que je me propose de creuser. L'image fait partie du monde réel et les techniques de création d'images sont accessibles à tous.
Néanmoins, la maîtrise du langage de l'image est la variable d'ajustement. Elle a pour effet de donner les moyens d'une illusion de réalité transparente, véhiculée par des images chocs, ou de suggérer une image mentale que l'on n'a pas besoin de voir pour s'en faire une représentation précise. Les théories du complot brodent sur l'invisible des images montrées, que la propagande de Daesh veut s'en démarquer en montrant les images de violence pour ce qu'elles sont. Le fait que ces images soient habillées, paradoxalement, les conforte dans l'impression de véracité dont elles sont porteuses. Ainsi, Jean-Louis Comolli s'emploie à adresser une généalogie des formes de propagande audiovisuelle de Daesh dans l'histoire du cinéma mondial. Par là, il donne sa définition extrêmement large du cinéma qui renvoie aux origines du cinématographe et des lumières. J'appelle cinéma toutes sortes d'images qui sont enregistrées, cadrées et ensuite, toujours cadrées, montrées sur un écran, soit par une projection, soit par une diffusion. Télévision, tablette, téléphone. Les paramètres fondamentaux de ce qui s'est appelé le cinéma, une lentille pour former l'image, un cadre pour limiter cette image au format choisi, un moteur pour assurer la régularité du défilement, un projecteur et un écran pour rendre cette image visible. Le hors-champ y est comme un reste narratif qui pourrait être exploré ou non. Le choix de la réalisatrice de Willy Kovot-Kevin est de laisser hors-champ les images des impacts de flèches sur les corps des victimes de la tuerie. Est-ce que le film se déroule du point de vue de la narratrice, mère du tueur? Est-ce que la scène du crime résulte de l'imagination fantasmatique de la mère, dont les rêves ne cessent d'être mis en image dans la continuité narrative du film? La violence de cette série de meurtres lui serait trop insupportable, et la trame du film se focalise sur la violence qu'elle s'inflige à elle-même, en culpabilisant et en retraçant l'origine de cette violence physique, de la violence morale, de ce qu'elle a considéré comme une défaillance, de ce qu'elle considère comme une défaillance maternelle. Le choix de Gus Van Sant dans Elephant est autre. La tuerie de Columbine est bien le thème du film, et en tant que spectateur, on est saisi par cette violence délibérément cadrée dans le champ.